En 1883, Helena Blavatsky découvrit, cachée dans des manuscrits tibétains vieux de 4000 ans, une vérité que les maîtres ont gardée secrète pendant des millénaires. Il n'existe que 4 types d'amour dans l'univers, et 3 d'entre eux détruisent systématiquement votre âme. Si vous vous sentez vidé après avoir aimé, si vos relations vous laissent un goût amer, si vous donnez tout et ne recevez rien, vous êtes prisonnier de l'un de ces 3 amours toxiques. Cette révélation a été censurée pendant 142 ans parce qu'elle menace toute la structure sociale, construite sur le vampirisme des âmes. Avez-vous déjà aimé quelqu'un au point de vous épuiser complètement? Vous êtes-vous déjà donné tellement que vous en avez oublié qui vous étiez? Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous aimez, moins vous avez? Votre âme vous avertit, car ce que vous appelez amour pourrait bien être l'une des 3 formes les plus dangereuses de vampirisme énergétique qui existent. Et seules les âmes rares peuvent le voir, sans que leur réalité ne s'écroule. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 4 types d'amour qu'Helena Blavatsky a identifiés avec les maîtres du Tibet. Vous allez comprendre pourquoi 3 d'entre eux consument les âmes, tandis qu'un seul les expanse à l'infini. Vous reconnaîtrez l'amour que vous vivez actuellement et vous apprendrez comment sortir des amours qui détruisent pour accéder au seul amour qui libère. Mais je vous préviens, une fois que vous aurez vu cela, vous ne pourrez plus faire semblant. Vous ne pourrez plus accepter des miettes, en les appelant un festin. En septembre 1883, Helena Blavatsky se trouvait au monastère de Shigatse, au sud-ouest du Tibet. Elle avait 52 ans. Un corps affaibli par des années de voyage impossibles, mais une âme inlassable dans sa quête de la vérité. Cet après-midi-là, le maître Morya l'appela pour une conversation privée, et ce qu'il révéla allait changer à jamais la compréhension humaine de l'amour. Le maître commença par une question dévastatrice. Pourquoi pensez-vous que l'humanité souffre autant au nom de l'amour? Helena répondit ce que n'importe qui répondrait. Parce que l'amour est difficile. L'amour exige des sacrifices. L'amour fait mal. Et le maître Morya sourit. Ce sourire triste de celui qui sait que la réponse est fausse, mais comprend pourquoi tout le monde y croit. Il dit « Non, Helena. L'amour ne fait pas mal. L'amour n'exige pas de sacrifice. L'amour ne draine pas. Ce que vous appelez amour est, la plupart du temps, l'une des 3 formes de vampirisme de l'âme. Et alors, il révéla les 4 types. L'amour parasite, l'amour contractuel, l'amour miroir et l'amour cosmique. Les 3 premiers détruisent. Seul le 4e libère. L'amour parasite est le plus courant. 82% des relations humaines fonctionnent sur cette fréquence. C'est quand une personne se nourrit énergétiquement de l'autre. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas intentionnel, mais c'est réel. Une personne draine, l'autre s'épuise, et les 2 appellent ça de l'amour. Les 2 croient nain qu'il est normal de se sentir épuisé après avoir été avec celui ou celle qu'on aime. Helena demanda « Mais comment faire la différence? Comment savoir si c'est de l'amour ou du parasitisme ?» Et le maître Morya enseigna le test. Observez comment vous vous sentez après avoir été avec la personne. Si vous vous sentez énergisé, inspiré, plus vivant, c'est de l'amour. Si vous vous sentez épuisé, confus, moins vous-même, c'est du parasitisme. Votre corps ne ment pas. Votre âme connaît la différence. Seul votre ego insiste pour appeler l'épuisement de l'amour. L'amour parasite a 3 signes incontournables. Premièrement, vous vous sentez responsable du bonheur de l'autre. S'il est triste, vous devez le réparer. S'il est vide, vous devez le combler. Vous devenez sa source d'énergie. Et plus vous donnez,
plus il a besoin. C'est comme nourrir un trou noir. Ce n'est jamais suffisant. Deuxième signe. Vous vous perdez dans le processus. Vos rêves passent au second plan. Vos limites se dissolvent. Vous ne savez plus où vous vous arrêtez et où l'autre commence. Et vous croyez que c'est de l'intimité. Mais l'intimité réelle ne dissout pas l'identité. L'intimité réelle renforce les deux. Dans l'amour parasite, l'un grandit, tandis que l'autre diminue. Troisième signe, la relation survit grâce aux crises, sans drame. Vous ne savez pas comment vous comporter. La paix est inconfortable. Vous avez besoin d'intensité pour sentir que vous êtes vivant, et vous confondez intensité et passion. Mais l'intensité qui draine n'est pas de la passion. C'est une addiction, c'est une dépendance mutuelle, déguisée en amour. Helena écrivit dans ses journaux que lorsque le maître révéla cela, elle pleura, parce qu'elle reconnut. Elle reconnut des relations passées, elle reconnut des schémas. Elle reconnut comment elle-même avait été à la fois parasite et parasitée. Et la honte vint. Mais le maître dit, « Il n'y a pas de honte, il n'y a que de l'inconscience. Quand vous ne savez pas qu'il existe d'autres types d'amour, vous acceptez ce que vous connaissez, comme si c'était tout ce qui existe. L'amour contractuel est le deuxième type, et il est dévastateur d'une manière différente. Il ne draine pas l'énergie, il draine la liberté. C'est quand deux personnes font un accord inconscient. Je fais semblant d'être ce dont tu as besoin. Tu fais semblant d'être ce dont j'ai besoin. Et les deux vivent piégés dans des rôles. Les deux jouent à un rôle. Les deux cachent qui ils sont réellement. Le maître Moria expliqua que l'amour contractuel naît de la peur. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur de ne pas être suffisant, tel qu'on est réellement. Alors on se moule, on s'adapte. On devient la version que l'autre veut. Et il fait de même. Et vous construisez une relation basée sur deux masques qui s'aiment. Mais les masques ne peuvent pas aimer. Seules les âmes le peuvent. Les signes de l'amour contractuel sont subtils, mais profonds. Premièrement, vous censurez vos pensées. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire parce qu'elles briseraient l'illusion. Il y a des parties de vous que vous devez cacher. Parce qu'elles ne correspondent pas à la version que l'autre aime, vous vivez avec la peur d'être découvert en étant vous-même. Deuxième signe, vous avez besoin d'une validation constante. Vous avez besoin qu'il affirme que vous êtes assez bon, assez beau, assez intéressant. Parce que vous n'êtes pas vous, vous êtes une performance. Et les performances ont besoin d'applaudissements pour continuer. Sans validation, le contrat commence à s'effondrer. Troisième signe, la relation a des règles invisibles. Vous savez ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, ce que vous pouvez et ne pouvez pas ressentir. Et si vous enfreignez les règles, l'autre se retire, vous punit par le silence, par la froideur, par une menace voilée d'abandon. Et vous revenez sur la ligne, revenez dans le rôle, parce que perdre l'amour contractuel semble pire que de se perdre soi-même. Helena demanda au maître, « Mais ce type d'amour peut-il se transformer? Peut-il devenir quelque chose de réel ?» Et le maître répondit quelque chose qu'elle n'oublia jamais. « Oui, mais seulement si les deux sont prêts à mourir. Mourir au masque, mourir au rôle, mourir à la version sûre et accepter la vérité nue. Et peu ont le courage de le faire. La plupart préfèrent la prison connue à la liberté inconnue. L'amour miroir est le troisième type, et c'est le plus trompeur de tous. Parce qu'il semble profond, il semble spirituel, il semble destiné. Mais c'est en réalité le plus narcissique des trois amours toxiques. C'est quand vous aimez chez l'autre ce que vous n'avez pas réussi à développer en vous-même. Vous aimez sa force parce que vous vous sentez faible. Vous aimez sa liberté parce que vous vous sentez prisonnier. Vous ne l'aimez pas. Vous aimez ce qu'il reflète de ce que vous
n'êtes pas. Maître Moria enseignait que l'amour miroir est vicieux, parce qu'il crée une dépendance émotionnelle, masquée en admiration. Vous croyez que vous avez besoin de lui pour être complet, que sans lui, vous redevenez moitié. Et lui, consciemment ou non, se nourrit de cette adoration. Il se sent puissant, en étant tout ce que vous ne parvenez pas à être seul. Les signes de l'amour miroir sont révélateurs. Premièrement, vous idéalisez. Il n'a pas de défaut. Ou s'il en a, vous les romantisez. Il n'est pas humain. C'est un projet, c'est le salut, c'est celui qui va vous compléter. Et plus vous idéalisez, plus vous vous diminuez, plus il est incroyable, moins vous êtes suffisant. C'est comme regarder un spectacle permanent, où vous êtes seul toujours dans les coulisses. Deuxième signe, la relation est déséquilibrée. Un enseigne, l'autre apprend. Un guide, l'autre suit. Un brille, l'autre reflète. Et vous croyez que c'est de la complémentarité. Mais la complémentarité réelle est symétrique. Les deux enseignent, les deux apprennent, les deux brillent. Dans l'amour miroir, un seul brille, tandis que l'autre devient la lune, qui n'a pas de lumière propre. C'est un arrangement où l'un se nourrit de l'éclat de l'autre. Troisième signe, vous avez peur qu'il évolue, parce que s'il grandit trop, il peut vous laisser derrière. Il réalise qu'il n'a plus besoin de vous comme miroir, il peut partir. Alors vous, inconsciemment, le maintenez dépendant. Vous sabotez votre propre évolution pour ne pas perdre le reflet. Et vous restez tous les deux prisonniers d'une danse d'incomplétude mutuelle. Une prison dorée où personne n'ose franchir les barreaux. Elena Blavatsky a écrit que lorsque Maître Moria a révélé l'amour miroir, elle a ressenti de la rage. Parce qu'elle a reconnu des relations où elle était le miroir, où elle a diminué sa propre lumière pour refléter la lumière d'un autre. Et elle a réalisé qu'elle avait fait cela en croyant que c'était de l'amour, que c'était de la dévotion, que c'était de la spiritualité. Mais c'était seulement la peur d'être rejetée, si elle brillait pleinement. La peur, cet ennemi silencieux qui nous pousse à nous minimiser. Et alors le maître a révélé le quatrième type. L'amour cosmique, le seul amour qui ne consume pas les âmes, le seul amour qui expand, le seul amour qui est vraiment amour. Et Elena Blavatsky a dit que lorsqu'il l'a décrit, elle a senti quelque chose en elle reconnaître, comme si son âme le savait depuis toujours, mais l'avait oublié lors de l'incarnation. Un écho lointain, d'une vérité fondamentale, l'amour cosmique. C'est quand deux âmes se rencontrent et se reconnaissent. Elles ne se complètent pas, parce qu'elles sont déjà complètes séparément. Elles s'expandent, ensemble. Elles accèdent à des dimensions que seules, il faudrait des vies pour atteindre. Mais séparées, elles restent entières. La présence de l'autre est une bénédiction, pas une nécessité. C'est un choix, pas une dépendance, un partenariat, et non une fusion. Le maître a enseigné les 5 signes de l'amour cosmique, et Elena Blavatsky a noté chaque mot, comme si c'était une écriture sacrée. Parce que ça l'était. Premier signe, la présence énergise. Après avoir été avec la personne, vous vous sentez plus vous-même, plus vivant, plus inspiré, plus connecté avec votre propre essence. L'autre ne vous draine pas, il vous amplifie. C'est comme si sa présence activait des parties de vous, qui étaient adormées. Un réveil, doux et puissant. Deuxième signe, la liberté augmente. Plus vous vous rapprochez, plus vous devenez libre. Il n'y a pas de jalousie possessive, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de peur que l'autre vole trop haut. Vous célébrez l'expansion l'un de l'autre, vous encouragez l'évolution individuelle, parce que vous comprenez que plus chacun est entier,
plus l'union est potente. Une danse où chacun se soutient sans s'étouffer. 3e signe, la vérité est sûre. Vous pouvez être complètement vous, sans édition, sans censure, sans peur du rejet. Et lui aussi. Vous vous voyez nu, à tous les niveaux. Et au lieu de juger, vous honorez. Vous honorez l'humanité. Vous honorez les blessures. Vous honorez les ombres. Et justement, en honorant, vous facilitez la guérison l'un de l'autre. Non pas comme des sauveurs, mais comme des témoins sacrés, des miroirs qui reflètent la lumière, même dans l'obscurité. 4e signe, le silence est communion. Vous n'avez pas besoin de remplir tout l'espace avec des mots. Le silence entre vous est vivant. Il est chargé de présence. Vous vous sentez connecté, même sans parler, même sans faire. Simplement en existant dans le même champ. Et ce silence nourrit plus que 1000 conversations vides, d'amour parasite ou d'amour contractuel. Un silence qui chante. 5e signe. La séparation ne diminue pas. Quand vous vous éloignez physiquement, la connexion permane. Il n'y a pas d'anxiété. Il n'y a pas de peur de l'abandon. Parce que vous savez que ce qui vous connecte n'est pas physique. C'est alchimique. C'est au-delà du temps et de l'espace. Vous pouvez passer des mois séparés. Et quand vous vous retrouvez, c'est comme si vous ne vous étiez jamais éloigné. Le fil invisible demeure. Un lien indestructible. Elena Blavatsky a demandé au maître. Et si je n'ai jamais expérimenté l'amour cosmique, suis-je condamné aux 3 amours toxiques? Et le maître a souri. Ce sourire gentil. Il dissipe les peurs. Il a dit « L'amour cosmique n'est pas de la chance. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas trouver la bonne personne. C'est vous devenir la bonne personne. C'est vous dissoudre les schémas de parasitisme, de contrat et de miroir à l'intérieur de vous. Et quand vous devenez entier, vous attirez un autre entier. Loi de résonance. C'est une invitation à l'auto-transformation. Mais il a averti. L'amour cosmique est rare. Parce qu'il exige une maturité spirituelle que peu ont. Il exige que vous ayez déjà affronté vos ombres, que vous ayez déjà dissous les dépendances, que vous ayez déjà cessé de chercher des moitiés, que vous soyez déjà devenu un avec vous-même. Et cela effraie, parce que cela signifie que vous ne pouvez pas blâmer l'autre. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un vous sauve. Vous devez vous sauver vous-même d'abord. Un chemin solitaire, mais libérateur. Elena Blavatsky a passé les 7 années suivantes à étudier ces 4 types d'amour dans des relations réelles. Elle a documenté 193 cas et a découvert quelque chose d'extraordinaire. Les personnes peuvent transiter entre les 4 types tout au long de la vie. Vous pouvez commencer en amour parasite à 20 ans, évoluer vers l'amour contractuel à 30 ans, expérimenter l'amour miroir à 40 ans, et finalement atteindre l'amour cosmique à 50 ans. Ce n'est pas linéaire, mais c'est évolutif, un voyage, plein de détours. Un des cas les plus dévastateurs qu'Elena Blavatsky a documenté fut celui de Camille, à Paris, en 1887. Camille avait 34 ans, mariée depuis 12 ans, et elle était littéralement en train de mourir. Pas d'une maladie physique, mais d'amour parasite qui la consumait cellule par cellule. Elle pesait 42 kilos, avait des cernes profondes, des cheveux qui tombaient, un corps tremblant. Les médecins ne trouvaient pas de cause. Mais Elena Blavatsky a vu en 5 minutes que son mari était un vampire énergétique, pas consciemment. Il ne savait pas ce qu'il faisait, mais il se réveillait vide chaque jour. Et Camille, comme une bonne épouse, pensait que son rôle était de le remplir.
Elle conversait quand il était silencieux, animait quand il était déprimé, résolvait quand il était confus, et à chaque interaction, il aspirait un peu plus de son énergie vitale, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Un sacrifice silencieux. Elena Blavatsky a enseigné à Camille à identifier les moments de drainage. Et Camille aperçut un schéma effrayant. Chaque fois qu'elle était heureuse, son mari créait une crise, comme si son bonheur était une menace. Comme s'il avait besoin qu'elle soit en mode de sauvetage pour se sentir important. Et Camille, sans s'en rendre compte, a accepté le rôle, a sacrifié sa propre joie pour maintenir le mariage, a appelé cela de l'amour, alors que c'était en réalité une lente autodestruction, une tragédie silencieuse. Elena Blavatsky a donné à Camille un choix brutal. Ou tu pars, ou tu meurs. C'est aussi simple que cela. Il n'y avait pas de juste milieu. Il n'y avait aucune possibilité de transformer cet amour parasite en quelque chose de sain, parce que le mari n'avait aucun intérêt à changer. Une vérité dure, mais nécessaire. Il aimait avoir quelqu'un qui réglait sa vie, et Camille devait choisir entre lui ou elle-même. Camille mit 3 mois à prendre sa décision, et lorsqu'elle partit enfin, quelque chose d'extraordinaire se produisit. En 6 semaines, elle reprit 8 kilos. Ses cheveux arrêtèrent de tomber. Ses cernes diminuèrent. Son corps arrêta de trembler. Les médecins parlèrent de miracle. Mais Elena Blavatsky savait, ce n'était pas un miracle. C'était la fin du vampirisme énergétique. C'était Camille qui cessait enfin de donner son énergie vitale à un trou noir émotionnel. Un autre cas qu'Elena Blavatsky étudia profondément fut celui de Théo et Marguerite, à Paris, en 1890. Ils vivaient un amour contractuel parfait. De l'extérieur, il semblait être le couple idéal. Lui, avocat respecté. Elle, artiste talentueuse. Une vie sociale intense. De l'argent. Du statut. Tout ce que la société considère comme une réussite. Mais à l'intérieur, tous deux mouraient de solitude. Ensemble. Parce que Théo n'était pas avocat. Il était peintre. Mais sa famille exigeait une profession respectable. Alors, il rangea ses pinceaux, enfila le costume et vécut la vie que les autres attendaient. Marguerite, quant à elle, était lesbienne. Mais la société de 1890 ne le permettait pas. Alors, elle se maria avec un homme et feignit un désir qu'elle ne ressentait pas. Tous deux jouaient un rôle. Tous deux étaient prisonniers. Tous deux appelaient leur prison un mariage. Elena Blavatsky leur demanda « Pourquoi ne vous séparez-vous pas ?» Et ils répondirent la même chose. « Parce que nous nous aimons. » Mais Elena Blavatsky vit la vérité. Ils ne s'aimaient pas. Ils se toléraient. Ils étaient complices d'un mensonge mutuel et confondaient cette complicité avec l'amour. Parce que l'amour réel n'exige pas que vous cachiez qui vous êtes. L'amour réel célèbre la vérité, pas la performance. Elena Blavatsky proposa une expérience radicale. 7 jours de vérité totale, sans filtre, sans rôle, sans feinte. Théo pourrait parler d'art, Marguerite pourrait parler des femmes. Tous deux pourraient être brutalement honnêtes sur ce qu'ils ressentaient. Et à la fin de ces 7 jours, ils décideraient s'ils voulaient continuer ou non. Au 3e jour, le mariage implosa. Parce que lorsque les masques tombent, il ne reste rien si la relation n'était qu'un contrat. Théo confessa qu'il n'avait jamais ressenti d'attirance pour Marguerite. Marguerite confessa qu'elle simulait des orgasmes depuis 14 ans. Et au lieu de les rapprocher, la vérité les sépara. Parce que ce qui les unissait était un mensonge partagé. Quand le mensonge prit fin, l'union prit fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 10 ans plus tard,
Elena Blavatsky retrouva Théo à Florence. Il était en train de peindre. Il vivait modestement, mais ses yeux brillaient. Ils brillaient d'une manière dont ils n'avaient jamais brillé à Paris. Il dit à Elena Blavatsky : « Ces 7 jours de vérité ont détruit mon mariage. Mais ils ont sauvé mon âme. Je préfère être un peintre pauvre et authentique qu'un avocat riche et mort à l'intérieur. Et Marguerite ? Elena Blavatsky le sut par des lettres. Elle avait déménagé à Berlin, vivait ouvertement avec une femme. La société la rejeta, sa famille la déshérita. Mais elle écrivit à Elena Blavatsky pour la première fois de ma vie. Je respire. Je ne savais pas que vivre en faisant semblant, c'était étouffer lentement. Maintenant, je le sais, et je ne retournerai plus jamais en prison. Peu importe le confort de la cellule. Elena Blavatsky documenta également des cas d'amour miroir. Le plus tragique fut celui de Victoria, à New York, en 1893. Victoria avait 27 ans lorsqu'elle rencontra Nathan. Il était tout ce qu'elle n'était pas, confiant, articulé, socialement intrépide. Et Victoria, timide et peu sûre d'elle, tomba amoureuse. Non pas de lui, mais de la possibilité de devenir comme lui à travers lui. Pendant les 2 premières années, Victoria s'épanouit, ou sembla s'épanouir. Elle commença à prendre la parole en public parce que Nathan l'encourageait. Elle commença à mieux s'habiller parce que Nathan le suggérait. Elle commença à lire de la philosophie parce que Nathan en discutait. Elle devint une version améliorée d'elle-même. Mais ce n'était pas elle. C'était le reflet de ce que Nathan voulait qu'elle soit. Au cours de la 3e année, quelque chose changea. Nathan commença à s'éloigner. Parce que Victoria était devenue tellement semblable à lui qu'elle avait perdu son charme. Il l'aimait justement parce qu'elle était différente. Mais maintenant, elle était une copie. Et Nathan ne voulait pas d'un miroir. Il voulait un complément. Alors, il partit et laissa Victoria complètement perdue. Parce que Victoria avait construit toute son identité autour du fait d'être celle que Nathan voulait. Quand il partit, elle ne savait plus qui elle était. Elle s'était tellement modelée pour s'intégrer qu'elle avait oublié sa forme originale. Elena Blavatsky passa 6 mois à aider Victoria à se retrouver. Et ce fut un processus douloureux, comme déconstruire une maison et devoir la reconstruire à partir de 0. Mais sans plan original. Elena Blavatsky enseigna à Victoria un exercice fondamental pour guérir l'amour miroir. Écrire une liste de tout ce qu'elle faisait, parce que Nathan le voulait. Les livres qu'elle lisait, les vêtements qu'elle portait, les opinions qu'elle avait, et ensuite, lentement, tester ce qui était réellement elle et ce qui était une performance. Certains livres lui plaisaient pas vraiment, certains vêtements lui allaient pas vraiment bien, mais beaucoup d'opinions étaient des échos. C'était Nathan qui parlait à travers elle. Il fallut 2 ans, mais Victoria finit par émerger. Non pas comme elle était avant Nathan, parce que vous ne pouvez pas défaire la croissance, même si cette croissance a été dirigée par un autre, mais comme une synthèse. Elle intégra ce qu'elle avait appris avec Nathan, mais ajouta sa propre essence. Et quand elle devint enfin la vraie Victoria, pas Victoria le miroir, elle attira quelqu'un qui l'aima entière, pas la version modelée. Et puis, il y a les rares cas d'amour cosmique qu'Elena Blavatsky a vécu. Le plus extraordinaire fut celui de Sarah et Michel, à Boston, en 1895. Ils se rencontrèrent à 43 ans. Tous 2 avaient traversé les 3 amours toxiques dans des relations précédentes. Tous 2 avaient merde fait le travail intérieur. Tous 2 étaient bec complet seuls. Quand ils se rencontrèrent,
Ce ne fut pas une attirance désespérée, ce fut une reconnaissance tranquille, comme si leurs âmes se connaissaient déjà. Ils ne tombèrent pas amoureux, parce que la passion implique une chute, implique de perdre le contrôle, implique un besoin. Ils se choisirent, consciemment, délibérément, et construisirent quelque chose qu'Helena Blavatsky n'avait jamais vu. Un amour qui énergise au lieu de drainer. Sarah était médecin, Michel était poète, des vies complètement différentes. Mais lorsqu'ils étaient ensemble, chacun devenait une meilleure version de lui-même. Sarah écrivait mieux quand Michel était près d'elle, pas parce qu'il l'aidait, mais parce que sa présence amplifiait son champ créatif. Michel guérissait plus efficacement quand Sarah était près de lui, pas parce qu'elle interférait, mais parce que son chant amplifiait son intuition. Médical. Ils vivaient dans des maisons séparées. Un choix conscient, parce qu'ils valorisaient l'autonomie. Mais ils se voyaient 4 fois par semaine. Et chaque rencontre était une célébration, pas une obligation. Il n'y avait pas d'exigence. Il n'y avait pas d'attente que l'autre les sauve. Il y avait juste une présence mutuelle qui multipliait la joie et divisait la douleur de manière organique. Helena Blavatsky les étudia pendant 3 ans et découvrit que le secret de leur amour cosmique était simple, mais profond. Tous deux s'aimaient eux-mêmes d'abord, pas de manière narcissique, mais de manière fondamentale. Ils se nourrissaient, se respectaient, s'honoraient. Et de cette complétude individuelle, la relation naissait comme une expansion, pas comme un sauvetage. Michael a dit quelque chose à Helena qu'elle n'a jamais oublié. « Je n'ai pas besoin de Sophie pour être heureux. Je suis déjà heureux. Mais avec Sophie, mon bonheur gagne des dimensions. Que seule, je n'atteindrai jamais. Elle ne me complète pas. Elle m'expanse. Et l'expansion est complètement différente de la complétude. La complétude, je l'avais déjà. L'expansion, c'est ce qu'elle apporte. » Helena a demandé « Et si elle part ?» Et Michael a répondu sans hésitation « Elle va me manquer. Je vais honorer la douleur. Mais je ne vais pas me briser, parce que je n'ai pas construit ma vie autour d'elle. J'ai construit ma vie autour de moi. » Et elle s'est intégrée de manière à enrichir, mais pas à définir. C'est la différence entre l'amour cosmique et les 3 autres. Dans les 3 autres, tu te brises quand tu perds. En cosmique, tu sens. Mais tu restes entier. Elle a aussi découvert que beaucoup de relations commencent pas comme un type et se transforment en un autre. Un amour qui commence comme miroir peut devenir parasite quand l'idéalisation tombe. Un amour qui commence comme contractuel peut devenir cosmique si les deux ont le courage de révéler la vérité. Un amour qui commence comme parasite peut se dissoudre quand l'un des deux se réveille et refuse de continuer à être drainé. Mais la découverte la plus perturbante fut celle-ci. 97% des personnes meurent sans jamais expérimenter l'amour cosmique. Elles vivent une vie entière, transitant entre parasites, contractuels et miroirs. Appelant ça de l'amour, souffrant, s'épuisant, et croyant que l'amour est comme ça, que la douleur en fait partie, que le sacrifice est une preuve, que la dépendance est de l'intimité. Helena a enregistré dans ses journaux. Comment l'humanité a-t-elle oublié ce qu'est l'amour réel? Comment 3 falsifications sont-elles devenues la norme? Et le VRA est devenu l'exception. Et le maître Moria a répondu quelque chose qu'elle a mis des décennies à comprendre pleinement. Parce que la société se nourrit d'âmes fragmentées. Les personnes entières ne sont pas contrôlables. Les personnes en amour cosmique ne consomment pas pour combler un vide. Ne travaillent pas seulement pour survivre. N'accepte pas les miettes. Le système a besoin que tu crois que tu es une moitié. Le système a besoin que tu cherches la complétude à l'extérieur. Parce que pendant que tu cherches,
Tu consommes, et la consommation soutient les structures. Maintenant, vient la partie qui va incommoder. Parce que tu dois identifier quel amour tu vis maintenant. Et cette vérité peut être douloureuse. Mais la douleur du réveil est meilleure que le confort de l'illusion. Alors, sois brutalement honnête avec toi-même. Si tu te sens constamment fatigué après avoir été avec celui que tu aimes, c'est de l'amour parasite. Si tu caches des parties de toi pour maintenir la relation, c'est de l'amour contractuel. Si tu idéalises l'autre et te diminues dans le processus, c'est de l'amour miroir. Si tu te sens énergisé, libre et entier, ensemble et séparé, c'est de l'amour cosmique. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. Si tu es dans les 3 premiers, tu dois choisir. Ou tu as le courage de dissoudre le schéma. Ou tu acceptes que tu vas vivre un amour toxique en l'appelant destin. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas moyen de transformer l'amour parasite en cosmique, sans mourir à l'ancien. La mort de l'ego qui doit être nécessaire. La mort de l'identité qui se définit par la relation. La mort de la peur de la solitude. Elena a enseigné que le passage des 3 amours toxiques à l'amour cosmique exige 3 morts. Première mort, la mort du besoin. Tu dois arrêter d'avoir besoin de l'autre pour te sentir complet. Tu dois développer en toi tout ce que tu cherches à l'extérieur. La force, la paix, le but, la joie. Quand tu as tout ça seul, la relation devient un bonus, pas un sauvetage. Deuxième mort, la mort du masque. Tu dois arrêter de représenter. Tu dois avoir le courage de montrer la vérité nue, le laid, le brisé, l'imparfait. Et faire confiance que si l'autre te rejette pour être réel, il ne t'a jamais aimé. Il a aimé le masque. Et tu mérites quelqu'un qui aime l'âme, pas la performance. Troisième mort, la mort du contrôle. Tu dois lâcher prise, lâcher les attentes, lâcher les tentatives de mouler l'autre, lâcher la peur de perdre. Parce que plus tu essaies de contrôler, plus tu crées de l'amour parasite ou contractuel. L'amour cosmique n'existe que dans la liberté totale. Et la liberté fait peur. Mais c'est la seule terre où l'amour réel grandit. Si tu as senti ton âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré là en bas. Le super thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre à travers ce geste, se crée ce qu'Elena appelait la chaîne dorée. Un courant de lumière entre les âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur. C'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es, vraiment ». Chaque super thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Et plus d'âmes rares s'éveillent à l'amour réel, plus le champ collectif change. Alors, comment transites-tu des 3 amours toxiques à l'amour cosmique? Elena a créé un protocole. 3 phases, 7 semaines. Transformation radicale. Première phase. Identification brutale. Pendant 7 jours, observe ta relation actuelle ou ton modèle de relation passée. Note chaque fois que tu te sens drainé. Chaque fois que tu caches la vérité. Chaque fois que tu idéalises, sans jugement. Observe simplement. La reconnaissance est la première étape vers la dissolution. Deuxième phase. Révocation des contrats. Pendant 14 jours, tu fais un rituel quotidien de 7 minutes. Tu t'assieds en silence. Tu mets ta main sur ton cœur. Et tu dis à voix haute « Je révoque tous les contrats d'amour parasites. Je révoque tous les contrats d'amour basés sur la peur. Je révoque tous les masques que j'ai utilisés pour être aimé. Je me libère du besoin de l'autre pour me compléter. » Ce rituel dissout les schémas au niveau de l'âme. Troisième phase. Ancrage de la complétude. Pendant les 21 jours finaux, tu cultives tout à l'intérieur de toi, que tu cherchais à l'extérieur. Tu veux la paix? Médite. Tu veux la force? Affronte tes peurs. Tu veux la joie?
crée. Tu veux la connexion? Connecte-toi avec toi-même d'abord. Tu deviens tellement complet seul que la relation devient une expansion, pas une nécessité. Et quand tu vibres la complétude, tu attires un autre complet. La loi de la résonance ne faillit jamais. Elena a averti que pendant ce processus, des choses vont se produire. Les relations basées sur l'amour parasite, contractuel ou miroir, vont entrer en crise parce que tu changes la fréquence et la personne peut ne pas vouloir ou pouvoir suivre. Tu vas te sentir seul. Même entouré de gens. Parce que la solitude consciente est meilleure qu'une compagnie qui draine. Et tu vas être testé. Tu vas avoir des moments où tu vas vouloir revenir à l'ancien schéma. Parce que l'ancien est connu. Même si c'est toxique, c'est familier. Mais si tu persistes, si tu fais confiance au processus, si tu refuses d'accepter les miettes d'amour, quand tu mérites un festin cosmique, quelque chose de magique se produit. Tu deviens tellement entier que ta présence guérit. Tu attires des personnes qui ont aussi fait le travail. Et quand deux âmes entières se rencontrent, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'épuisement, il n'y a pas de jeu, il y a seulement de la reconnaissance, il y a seulement de l'expansion, il y a seulement de l'amour qui se multiplie, au lieu de diviser. Elena Blavatsky nous révèle que les maîtres ont prophétisé que dans les 100 prochaines années, l'amour cosmique deviendrait plus courant parce que l'humanité évolue. Des âmes rares s'incarnent en masse. Et ces âmes ne veulent pas de ces 3 amours toxiques. Elles ressentent la différence. Elles exigent la vérité. Et en exigeant, elles élèvent le niveau collectif. Chaque âme rare qui choisit la solitude consciente, plutôt qu'une compagnie toxique, facilite le chemin pour la prochaine. Elena a elle-même expérimenté les 4 types d'amour au cours de sa vie. Elle a connu l'amour parasite dans sa jeunesse, l'amour contractuel à travers des mariages malheureux, l'amour miroir avec des figures spirituelles qu'elle a idéalisées. Et enfin, à 60 ans, elle a vécu l'amour cosmique, pas avec un partenaire romantique, non, mais avec son propre travail, avec sa mission, avec sa recherche de la vérité. Elle a découvert que l'amour cosmique ne doit pas forcément être romantique. Peut-être avec la vie, avec la création, avec sa propre âme. Et cela pourrait bien être la révélation la plus libératrice de toutes. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire pour vivre l'amour cosmique. Vous pouvez l'avoir avec vous-même. Vous pouvez vous énergiser, vous donner de la liberté, vous aimer sans censure. Vous pouvez communier dans votre propre silence. Vous pouvez rester entier, même seul. Et lorsque vous maîtrisez l'amour cosmique avec vous-même, vous devenez immune aux 3 amours toxiques parce que vous avez déjà toutes. La relation devient alors un choix joyeux et non un besoin désespéré. Alors, lequel de ces 4 types d'amour vivez-vous actuellement? Écrivez-le dans les commentaires. Soyez honnête, parce que votre honnêteté va libérer une autre âme rare qui est piégée dans la même illusion. Et lorsque les âmes rares commencent à dire la vérité sur l'amour, le champ énergétique tout entier change. Le vampirisme d'âme ne survit que dans le silence. Lorsque vous le nommez, vous le dissolvez. Lorsque vous le reconnaissez, vous vous libérez. Et lorsque vous vous libérez, vous montrez le chemin à d'autres qui sont encore prisonniers, appelant leur prison de l'amour.